Bon, chers collègues, je vous propose que nous commencions nos travaux. Je salue Madame la rapporteure Laurence Abeille, qui est membre de notre commission par intermittence. C'est comme dans le spectacle. Mais c'est assez logique puisque les membres de la commission du développement durable, je salue Monsieur Poncher, que j'accueille avec plaisir dans notre commission aussi. Les autres, je les salue aussi. Mais vous m'avez manqué pour certains d'entre vous, puisque pendant une dizaine de jours, presque, enfin je ne sais plus d'ailleurs comment on déroule le temps, nous étions sur un autre texte. Est-ce que nous sommes diffusés d'ailleurs? Non, nous ne sommes pas diffusés. Si, nous sommes diffusés. Bon, on est diffusé tout le temps. Non, mais comme il n'y a pas d'écran de contrôle dans cette pièce, monsieur le directeur, je me permets de poser la question. Quand on met l'écran de contrôle, on me dit que ça perturbe la concentration des députés. Madame de la Rodière, vous savez qu'on s'est un peu occupé de télécommunications dans le texte de monsieur Macron. Oui, mais d'ailleurs, on a parlé de vous positivement, comme toujours. Alors, nous sommes sur les télécommunications, sur, Madame Abeille, un texte que vous portez depuis le début de cette mandature, qui nous a valu, chacun s'en souvient, un renvoi en commission, qui n'était pas de ma part la volonté d'éteindre ce projet, mais plutôt de continuer la réflexion pour être sûr qu'un jour il puisse trouver adoption. Et donc je ne suis pas peu fier de voir que nous sommes aujourd'hui, après un passage au Sénat, qui lui aussi a été contributeur de propositions complémentaires. Nous arrivons à un texte qui pourrait peut-être voir le bout du tunnel législatif avant de prendre pied sur la mise en œuvre concrète sur le terrain, même si ici ou là quelques sujets, je pense notamment aux points atypiques, mériteront d'être précisés. Mais je vois que monsieur Poncher est présent, il connaît bien cette question, puisque dans le texte sur le Grenelle, il avait déjà souhaité un recensement national des points atypiques. Donc, et moi-même, comme président du COMOP, à peu près à la même époque, j'avais souhaité que cette question puisse être réglée du mieux possible. Pour la petite histoire, nous avions appelé ça au début des points chauds. Et puis ça avait correspondu avec des quartiers où il se passait parfois des choses qui étaient un peu justement actives. Et donc on a trouvé qu'il y avait confusion des mots et des genres. C'est comme ça qu'on est venu à point atypique. Donc sur cette question, autant M. Pancher et moi, et Mme Abeille, on a une espèce de... On a préempté le sujet il y a déjà quelques années. Ça ne veut pas dire pour autant que on vous rend pas hommage d'avoir enfin trouvé avec ce texte la possibilité de voir comment les résoudre. Mais il faudra sûrement, je le dis en commission, je le redirai en séance, être en capacité avec... un peu de recul de préciser la règle du jeu pour qu'il n'y ait pas des interprétations multiples et variées sur est-ce qu'on est bien dans un point atypique ou pas. Mais au-delà de ça, réjouissons-nous ensemble de l'évolution de ces travaux et de votre constance, si je puis dire, avec un caractère qui vous a permis finalement de patienter. Parce que je vous ai vu dans des moments de doute. Et nous arrivons là, encore une fois, au bout d'une route que vous avez conduite, finalement avec brio, on va dire. Madame la rapporteure, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis presque confuse de tous ces compliments que vous me faites et je vous en remercie très sincèrement. C'est vrai que ce texte a vécu une aventure législative assez longue et à rebondissement. Et je suis très heureuse d'être ici parmi vous à nouveau pour aborder ce texte qui, je crois, maintenant arrive effectivement à son terme dans son élaboration. Je voudrais tout d'abord me féliciter du travail collaboratif qui a pu être mis en place avec les différents groupes politiques, avec les cabinets ministériels, avec les agences de l'État, et je pense en particulier à l'Agence nationale des fréquences et à son directeur, M. Brégan. Je voudrais très chaleureusement remercier le président Brottes pour son engagement, notamment pour la création du groupe de travail parlementaire qui a réuni tous les groupes politiques. Remercier bien sûr les administrateurs de la commission, dont M. Guédon, qui ont participé très activement aussi à tous ces travaux. Quelques mots donc sur effectivement cette histoire, l'histoire de ce texte. Il y a eu une première PPL qui avait été examinée en janvier 2013. Ensuite, il y a eu ce rapport sur le principe de sobriété en matière d'ondes électromagnétiques.
Puis donc l'organisation de ce groupe de contact par vous, Monsieur le Président. Il rassemble donc Madame Dubié, Monsieur Chassaigne, Madame Herel, Monsieur Tardy, et puis la rapporteure pour avis de la Commission du développement durable, Suzanne Tallard, a rejoint ensuite ce groupe. Et ça a permis de travailler à l'élaboration d'une nouvelle proposition de loi, laquelle a été adoptée en janvier 2014 à l'Assemblée nationale, puis au Sénat en juin 2014. Aujourd'hui, je vous propose une adoption conforme du texte, bien qu'il ait été, c'est vrai, un peu transformé, il faut dire, dans ces différents passages, mais il est important, comme l'a dit le président Brottes, que les dispositions de cette PPL entrent maintenant en vigueur. Un renvoi au Sénat pourrait allonger encore de plusieurs mois une procédure qui a déjà été fort longue. Je crois que c'est un texte qui fait l'objet d'un compromis, un compromis utile qui donnera, je pense, une loi équilibrée qui doit désormais être appliquée rapidement. Dans son contenu, très vite, la question de la sobriété en matière d'exposition aux ondes, la mise en place de la concertation sur la question de l'implantation des antennes relais, et puis un meilleur encadrement des nouvelles sources d'exposition, dont le Wi-Fi. Je voudrais préciser également que dans le travail collaboratif, j'ai pu, dans le cadre des auditions, j'ai eu l'assurance du soutien sur l'adoption d'un vote conforme, soutien des associations nationales qui travaillent depuis de longues années sur ce sujet, également d'ailleurs, je voulais le préciser, des équipementiers, Alcatel, etc., qui étaient représentés par le JTEPTIX, et donc je pense que ce soutien aussi était important. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois de m'accueillir et que nous puissions aborder maintenant ce texte. Je ne voulais pas être trop longue. Merci, chers collègues. Alors, je ne sais pas si avant que je passe aux amendements, certains veulent prendre la parole ou ils le feront sur les amendements. Pardon ? Je vous en prie, madame, je vous y invite. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire que le groupe UMP ne souhaite pas du tout un conforme sur ce texte, puisque nous estimons aujourd'hui que c'est un petit peu donner raison au lobby de la peur que de voter ce texte. En ce sens, nous estimons que c'est un signal très mauvais que nous envoyons aux citoyens, parce que vous réfutez par ce texte toutes les vous utilisez, en fait, vous affirmez que le principe de précaution appliqué aux ondes électromagnétiques des antennes mobiles n'a pas... Enfin, moi, j'estime que ça n'a pas lieu d'être. Vous estimez que ça a lieu d'être avec ce texte-là, alors que l'ensemble de la communauté scientifique, concernant les émissions des ondes électromagnétiques issues des antennes mobiles, l'ensemble de la communauté scientifique assure qu'il y a un risque nul. Et avec ce texte, vous êtes en train de dire attention, quand même, les antennes, c'est dangereux, il faut mettre des procédures extraordinaires de concertation. On est à l'encontre du principe de simplification des procédures pour les collectivités voulu par le président de la République. Et donc, permettez-moi de dire qu'il y a encore du travail sur ce texte avant de pouvoir l'adopter en l'état. Merci, Monsieur Pupponi. Oui, Monsieur le Président, rapidement, pour dire qu'effectivement, moi, nous partageons l'avis de la rapporteure sur le vote conforme. C'est déjà un premier pas. C'est un texte qui avait déjà été compliqué à étudier. On avait fait un renvoi en commission. Ensuite, le président Brottes avait respecté son engagement de revenir en séance pour le discuter. Il est passé au Sénat. Alors, juste par rapport à ce que vient de dire notre collègue, moi, j'ai écouté les spécialistes, et en particulier les médecins. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas de risque. Sur les antennes, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de risque. Ils disent on est incapable de vous dire s'il y en a ou pas. Non, on les avait auditionnés un certain nombre. Ils disent on ne prend pas de position. On ne dit pas que c'est dangereux, mais on ne peut pas vous dire que ça ne l'est pas. Donc je pense qu'il pour le coup, il faut être très attentif. Nous, on avait auditionné la personne, et donc je pense qu'on va dans le bon sens. Effectivement, le mieux, c'est d'adopter conforme ce texte pour qu'on puisse au moins avoir un outil législatif qui pourra après évoluer, être amélioré dans le cadre d'un autre débat. Mais d'ores et déjà, adoptons-le, parce que je crois que c'est une première base qui n'est pas forcément parfaite, mais qui a l'intérêt et le mérite d'aller dans le bon sens. Merci, Madame Bonneton. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les acteurs du travail tout à fait collaboratif qui a présidé à l'élaboration de cette PPL.
Je souhaite remercier aussi le président Brotte pour son engagement sur ce sujet qu'il connaît très bien. Donc, nous sommes ici après 2 ans d'histoire, si l'on peut dire, concernant ce texte. Le premier examen d'une PPL sur les ondes électromagnétiques a commencé il y a 2 ans, donc c'était en janvier 2013. Il a été renvoyé en commission, puis un rapport a été commis. Ce rapport rendu fin 2013, et enfin une nouvelle proposition de loi a été élaborée, donc votée en janvier 2014 à l'Assemblée, ici chez nous, puis cette PPL a été examinée par le Sénat en juin 2014. Donc je tenais à rappeler ce long historique quand même. Et notre groupe, pour cet examen en seconde lecture, soutient une adoption conforme de ce texte issu du Sénat, afin que rapidement les dispositions de cette PPL puissent entrer en vigueur. Alors, je ne vais pas répondre à Madame de la Rodière, mais simplement je lui ferai remarquer qu'il y a eu 2 rapports bio-initiatives qui se fondent sur un nombre considérable d'études, plus de 1000 études. Et on ne peut pas dire qu'il soit démontré que les ondes électromagnétiques émises par les antennes soient sans incidence, en tout cas. Donc, je remarquerai aussi que les associations nationales qui travaillent sur le sujet ont indiqué qu'elles soutenaient une adoption conforme du texte qui nous est proposé aujourd'hui. Donc c'est important, même si ce texte a été quelque peu amoindri par le Sénat, on peut considérer que c'est une étape tout à fait positive. Je veux remercier aussi Laurence Abeille, puisqu'elle a su faire partager ses travaux sur ce texte. La remercier aussi pour sa ténacité et son sens du compromis, ce qui a permis de trouver l'équilibre nécessaire à rassembler une grande partie des parlementaires. Merci. J'en profite pour dire que notre commission est unanimement en soutien du déploiement aussi du téléphone mobile et de la desserte des territoires. Et donc, il faut raison garder et raison trouver. Et c'est, je pense, l'équilibre qu'on a pu trouver avec ce texte. Je le dis aussi parce que le Parlement est en soutien avec les lois qu'il vote et qui imposent aux opérateurs de déployer un réseau à travers le pays. Je le dis aussi pour que l'information, au cas où, soit complète. Est-ce que M. Poncher veut prendre la parole ? Président, d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour l'hommage que vous avez rendu à mon engagement, Monsieur le Président. J'ai bien fait de choisir cette commission, puisqu'en même temps, il y avait la commission du développement durable. Voilà, mais j'ai noté aussi que c'était aussi un rappel à votre propre engagement, qui était lui-même de qualité, que je voulais aussi souligner. Je voulais vous dire que bon, ce texte a évolué de façon relativement positive par rapport à la version précédente, qui était quand même très orientée contre le déploiement des antennes. Observez que le risque est pas démontré de nuisance, que la problématique est plutôt liée à la possession de nos portables et la proximité la proximité de ces mêmes antennes. Ceci dit, bon, on peut, à travers un texte de ce type, porter un certain nombre de préconisations, souvent de bon sens. Je suis quand même un peu frustré de cette proposition de voter ce texte conforme. D'abord parce que il y a eu un renouvellement au Sénat et dans la navette vis-à-vis du Sénat, il aurait été intéressant de pouvoir tenir compte de l'avis de la nouvelle majorité du Sénat, et ensuite parce que nous portions un certain nombre d'amendements qui nous semblaient de bon sens, que nous allons quand même défendre, même si j'ai bien compris que votre souhait d'avancer rapidement laisse peu d'issue à l'examen de ces amendements. Je pense que vous avez, un pressentiment qui se justifie à l'aune de ce que vous a indiqué la rapporteure. Et vous êtes un député expérimenté, donc vous savez bien qu'un texte conforme, c'est 0 amendement. Je crois que chacun l'a compris. Mais comme maintenant nos travaux sont publics, je préfère expliquer la méthode pour que personne n'en soit choqué. Ensuite, alors, Jeannine Dubié demande la parole. Oui, merci, Monsieur le Président.
Cette proposition de loi donc, que nous allons examiner cet après-midi, je crois que c'est important de rappeler que c'est le fruit d'un long travail. Ça fait 2 ans. Moi, je voudrais saluer l'engagement et la détermination de Laurence Abeille. Elle a fait preuve aussi de beaucoup de conciliation. Elle a écouté, elle a concerté. Et je crois vraiment que ce texte aujourd'hui, c'est effectivement un texte de bon compromis. C'est vrai que la question de l'impact sanitaire et environnemental des ondes, bon, c'est une source d'inquiétude vis-à-vis des citoyens, même si à la fois ils demandent aussi toujours une meilleure couverture. Mais donc on ne peut pas non plus rester insensible à ça. Et même si les différents rapports n'ont pas pu conclure à un risque avéré, en tout cas, tous recommandent de limiter les expositions, notamment sur des personnes vulnérables, et préconise de toute façon la création d'un cadre juridique adapté, et donc encourage à la sobriété. Je pense que c'est bien l'esprit de ce texte. Alors, pour le groupe RRDP, donc on trouve que ce texte, c'est un bon compromis. Il permettra d'encadrer l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, et c'est important, sans pour autant entraver le déploiement du plan très haut débit, qui est incontournable et pour pas dire indispensable pour l'économie, notamment sur nos territoires ruraux et de montagne. Donc ce texte est attaché, s'attache aux efforts de pédagogie. Il y a des dispositions pour mieux informer les citoyens. Et je crois en effet que mettre l'accent sur l'obligation de la concertation au niveau local lors de l'implantation d'antennes et de permettre aux citoyens d'avoir une information transparente sur le lieu de présence de ces antennes, écoutez, je crois que ça va dans le bon sens. Et je salue aussi la dernière article du texte qui préconise effectivement un rapport du gouvernement pour les personnes qui souffrent d'hypersensibilité. Je crois que c'est une façon aussi de répondre à leurs attentes et qui permettra peut-être de nous éclairer en la matière. Voilà, donc pour toutes ces raisons, nous sommes très favorables à un vote conforme de ce texte. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Depuis que ce texte d'ailleurs a été mis en débat, vous avez vu que les États-Unis et Cuba se sont approchés, Monsieur le Président. Oui, très bien. Je vais d'abord. Le président Chassaigne est président du groupe d'amitié France-Cuba. C'est pour ça que voilà. c'est à dessein. Essayez de me déstabiliser en faisant passer des ondes négatives ou positives, je ne sais pas, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais faire un premier constat, c'est que tout notre environnement sanitaire et social est en changement continuel, lié aux évolutions industrielles, lié à nouvelles activités technologiques. L'activité humaine fait évoluer l'environnement social, sanitaire, avec des conséquences que l'on ne va pas prendre à un moment donné, mais c'est en mouvement. Deuxième observation, il y a la réalité. Et la réalité de personnes qui sont en souffrance. Moi, j'en connais dans mon village. Plusieurs familles. Des personnes qui sont vraiment en très grande difficulté, qui ont une pathologie très invalidante, qui ont de plus des difficultés pour que cette pathologie soit reconnue comme étant un véritable handicap, avec véritablement une vie quotidienne qui est extrêmement difficile. Cette réalité, elle est là. Alors certes, la recherche, par définition, l'approche scientifique est très claire. Je vais lire la phrase exacte, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est de 2009, donc depuis 2009, il y a aussi des recherches qui sont en évolution. Mais l'Agence française sécurité sanitaire de l'environnement et du travail a indiqué, dans son avis de 2009 portant sur les effets sanitaires des radiofréquences, je cite, « Aucune preuve scientifique d'une relation de causalité entre l'exposition aux radiofréquences et l'hypersensibilité électromagnétique n'a pu être apportée jusqu'à présent. » Voilà la phrase exacte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une causalité entre certaines technologies et certaines maladies invalidantes. À partir de là, il faut bien prendre les choses à bras-le-corps. Bon, on a affaire à un syndrome qui est une maladie environnementale émergente,
Et donc, il est bien évident que, en quelque sorte, l'arsenal législatif qu'on peut mettre en place, ou les décisions qui peuvent être portées au niveau du ministère, vont se faire progressivement, au fur et à mesure qu'il y a émergence, mais avec une volonté d'accompagner ceux qui sont malades, et avec une volonté d'anticiper et de limiter les risques avec plus de sobriété. Je crois que c'est ça l'objet. Alors, l'objet du texte, moi j'ai relu, on ne présentera pas d'amendement parce qu'on pense qu'il faut le voter conforme. C'est vrai que ce texte, il est, sur certains points, il est en retrait par rapport au texte initial, mais c'est ça la richesse du débat. Ça sera une première avancée. Mais le fait qu'il y ait plus de concertation avant des autorisations pour de nouvelles implantations, des modifications d'installations existantes. Le fait qu'on puisse éclairer les riverains, les consommateurs de ces technologies. Le fait qu'on puisse prendre en compte les personnes fragiles. Voilà, ça va dans le bon sens. On n'a pas d'un côté un texte parfait. Sans doute que Mme Abeille aurait souhaité que ça aille un peu plus loin. Moi aussi, d'ailleurs, d'autres considèrent que c'est un blocage pour le développement scientifique, technologique. Moi, je ne crois pas. Je crois que le texte, vraiment, c'est une belle action, je le dis. Je trouve que c'est une belle action et c'est une avancée concrète que l'on aura. Merci, Monsieur le Président. Frédérique Massat. Oui, très rapidement, parce que moi aussi, je me félicite de l'arrivée, de l'accouchement de ce texte, qui certes a connu un certain nombre de péripéties, et afin d'arriver à une solution équilibrée. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout repose sur la confiance. Et qu'à un moment donné, quand nos concitoyens, ou une partie de nos concitoyens, n'ont pas confiance, parce qu'ils estiment que les procédures, à tort ou à raison, ne sont pas suffisamment transparentes, ou alors qu'il doit y avoir plus de concertation pour l'implantation notamment des antennes, je crois que l'on se doit, nous, de mettre en œuvre cette confiance. Et je crois que ce n'est pas contre l'usage du numérique, au contraire. Et je crois que cette confiance qui sera retrouvée par nos concitoyens les conforteront et n'empêcheront pas pour autant l'usage du numérique. Donc, à travers ce texte, je crois qu'il était attendu et que nous pouvons nous féliciter. Il est sûr que ce n'est pas une fin en soi, car l'usage notamment du téléphone portable, et notamment par une partie de la population, notamment la plus jeune, doit à un moment donné, pas forcément être réglementé par des textes, mais doit être pris en considération. Et là, c'est la responsabilité des familles de savoir à partir de quel âge on laisse un téléphone portable entre les mains des enfants. Mais ce n'est pas forcément la représentation nationale de s'y pencher. Mais donc, je me félicite qu'on ait pu faire ce travail qui sera quand même effectivement réconfortant pour nos concitoyens, sans pour autant, il est vrai, surtout dans des territoires de montagne comme les nôtres, où nous avons un déficit. Il y a des zones blanches, nous en avons en pagaille. Et non pas parce que c'est une volonté de ne pas mettre la téléphonie mobile, mais c'est parce qu'effectivement, ça coûte trop cher et qu'il n'y a pas d'implantation. Donc, on a cette difficulté-là à joindre, mais je ne pense pas que ce texte, pour autant, empêche ces nouvelles implantations. Et puis juste, moi aussi, un mot sur les personnes souffrant d'électro-hypersensibilité, car ça existe. Donc, à partir de là, le fait qu'aujourd'hui, elles se sentent quelque part, du moins pointées, et que effectivement, les parlementaires, les sénateurs et les députés puissent avoir inscrit dans ce texte la demande de rapport sur lequel il va falloir travailler est également une bonne chose. Donc merci. Merci. Alors, je crois que lors de la rendière, sauf reprendre la... Vous le direz plus tard. Bon, j'allais dire qu'on peut avoir des points de vue différents, mais on utilise parfois des mots différents. Le mot « en pagaille » de Frédérique Massat, que j'adore par ailleurs, que je dis souvent, est un mot qui n'est pas prononcé au-delà de certaines frontières. En pagaille. Si. Nous avons des zones blanches en pagaille. Mais moi, j'adore cette formule, mais je note que parfois... Non, mais ça fait la diversité de nos terroirs, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Gardons encore ça. Non, mais c'est pas une reproche. Au contraire. Alors, nous en arrivons donc au titre premier, avec un amendement de M. Pancher, dont il connaît déjà le sort, numéro 13, mais je laisse l'exprimer. Monsieur le Président, mais je vais quand même rappeler les arguments, parce que il y a quand même il y a des arguments qui auraient plaidé pour que ce type d'amendement puisse être retenu si il n'y avait pas eu ce vote conforme. J'avoue que je comprends toujours pas que on soit pressé à quelques mois. Bon. Alors l'idée de cet amendement, il vise à substituer au terme sobriété le terme maîtrise de l'exposition des ondes radio,
notamment parce que la maîtrise est effectivement recommandée par l'ANSES et fait effectivement l'objet de recommandations concernant sa mise en œuvre. Donc, un amendement qui rentrait directement dans le cadre des préconisations de l'ANSES. Même une agence complètement indépendante, c'est vraiment notre référence dans le domaine. Au contraire, la sobriété ne renvoie à aucune notion définie en matière d'exposition. Ainsi, il n'existe aucun élément scientifique et mesurable définissant ce qu'est une exposition sobre. Qu'est-ce qu'une exposition sobre? Personne ne le sait. Ce qui peut bien sûr induire une insécurité juridique, car on laisserait au juge le pouvoir de décider si telle exposition est sobre et, le cas échéant, comment la rendre sobre. Ça me permettra d'avoir une explication. Oui, la sobriété, ça se maîtrise quand même. Alors, Madame la rapporteure, sur ce... Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rappeler d'abord que le mot sobriété, en fait, était employé dans le titre de la mission gouvernementale. Donc, il existe déjà dans les réflexions que nous menons depuis un moment, et il avait été repris par le gouvernement. Et il a été repris par Madame la ministre Axelle Lemaire dans les débats au Sénat. Je la cite, l'utilisation du mot maîtrise ferait spontanément jaillir la question qui maîtrise. L'emploi de ce terme impliquerait tout de même que l'exploitant d'une installation radioélectrique puisse contrôler l'ensemble des paramètres de l'exposition du public au champ électromagnétique. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas le choix opéré dans ce texte. Voilà pour vous répondre, la raison pour laquelle nous préférons le mot sobriété au mot maîtrise. Nous avons eu ce débat maintes et maintes fois. Laure de la Raudière. Oui, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, mes chers collègues, vous avez mentionné tout à l'heure que les associations qui s'opposent à l'installation des antennes sont toutes favorables à ce texte. En fait, partageons ensemble aussi l'information qu'elles ont épuisé toutes les voies de recours juridiques qu'elles avaient pour s'opposer à l'installation d'antennes nouvelles, toutes jusqu'en cours de cassation au Conseil d'État. Or, avec ce texte, vous leur offrez une nouvelle voie de recours, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles souhaitent qu'il soit adopté conforme et rapidement, parce qu'elles vont s'appuyer sur ce texte-là pour pouvoir à nouveau avoir un texte qui puisse leur permettre de faire des recours sans pour autant que leurs recours soient classés sans suite par les tribunaux pour faits déjà jugés. Je me permets aussi de dire à mes collègues qui à juste titre pensent à nos concitoyens qui sont électro-hypersensibles, que je ne crois pas une seconde que les mesures qui soient dans ce texte vont amener une quelconque solution aux maux de ces citoyens qui sont électro-hypersensibles. Et j'aurais aimé, avant qu'on prenne des dispositions, qu'on attende sereinement, mais ça aurait été quand même une base de travail meilleure, les résultats des travaux de recherche qui sont faits actuellement par l'hôpital Cochin sur ce sujet-là. Certains de mes collègues doivent souffrir quand même d'une schizophrénie galopante entre les discours que j'entends sur le développement du numérique, sur le développement des objets connectés avec des entreprises françaises qui ont fait la une au salon de Las Vegas il y a à peine 15 jours, des souhaits du président de la République de développer des tablettes sans fil pour tous les collégiens, et en même temps ce texte concernant la sobriété des ondes. Je me permets de vous mettre en face de vos choix politiques et de vos responsabilités. Il ne me paraît pas compatible, en effet, d'un côté de dire qu'on veut développer les objets connectés, développer le numérique, mettre des tablettes à l'école, comme le souhaite le Premier ministre, et en même temps annoncer un signal en disant attention, finalement, on ne sait pas, c'est peut-être dangereux, faites très attention dans les écoles, mettez les tablettes loin, et finalement, si on pouvait s'en passer, ça serait quand même mieux. C'est vraiment politiquement pas sérieux, à mon avis. Et encore une fois, je pense que ce texte, qui certes amène une concertation dans les mairies, ne sert qu'à une chose, à servir de point d'appui pour des recours juridiques contre l'installation des antennes par les associations qui s'opposent aux installations des antennes. Oui, je vais passer la parole à Monsieur Mathis qui m'a demandé, mais comme je me sens un peu visé aussi par le propos de Madame de la Raudière. Non, mais parce que si moi je veux vous convaincre, Madame de la Raudière, que faire de la performance avec de la sobriété, c'est une double performance, et la France est capable de ça. Monsieur Mathis.
d'une manière générale, Monsieur le Président, c'est vrai que nul ne peut ignorer qu'il y a un certain climat d'inquiétude, hein, ça a été dit et répété, sur les effets des ondes électromagnétiques, etc. Mais à ce niveau, est-ce qu'on a quelques précisions sur l'état d'avancement des travaux qui permettraient, j'allais dire, d'aboutir à des recommandations précises et utiles dans ce domaine, hein, pour essayer de rassurer un peu tout le monde, mais ça n'enlève rien, bien sûr, à la nature et à la qualité du texte qui nous est présenté, hein. Bon, Madame Abeille, je mets aux voix un premier amendement quand même, parce que si sur chaque amendement... Oui, non, mais voilà, c'était... Voilà, mais c'est normal, c'est au début. Hein, oui, donc, oui. Moi, je sais, je peux tenir une commission longtemps, il n'y a pas de problème. Je sais. J'en ai fait la preuve. Donc, un certain entraînement. Hein. Au cas où vous seriez inquiet, je ne veux pas consacrer le débat, mais une fois que les arguments ont été échangés, Madame Abeille, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, d'abord, merci. Je voulais juste indiquer que j'étais complètement d'accord avec ce qu'avait dit le président Brotte concernant la question de la sobriété dans l'exposition aux ondes et la question de l'innovation. Je pense que les deux peuvent tout à fait aller de pair. Dire que la question des électro-hypersensibles n'est effectivement très peu traitée dans ce texte. On ne pouvait pas tout traiter. Il y a des rapports encore qui vont arriver et je pense que ce rapport gouvernemental sera important à avoir et que nous avons d'autres véhicules législatifs, en particulier la loi santé, dans lequel nous pourrons intervenir sur la question des électro-hypersensibles. Sur la question de cette notion de peur ou d'inquiétude que vous installez, Madame de Rodière, je pense que vraiment, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est au contraire d'apaiser, de débloquer, de concerter, d'informer. Nous vivons dans un monde en constant changement, comme l'a dit le président Chassaigne. Il y a un certain nombre de nouvelles technologies qui ont envahi notre quotidien. Ça suscite des inquiétudes. Moi, je suis persuadée que ces inquiétudes sont légitimes et qu'il y a des risques pour la santé. Ça n'est pas forcément partagé par toute la communauté scientifique, mais une partie de la communauté scientifique dit qu'effectivement, il faut être prudent. Donc, je crois que notre rôle est justement de prendre ces mesures de prudence et d'informer et de concerter avec la population. Et je pense que la couverture du territoire, pour le coup, pourra s'effectuer de façon raisonnée et de façon utile aujourd'hui, dans une façon apaisée. C'est quand même l'objet aussi de ce texte. Je mets aux voix cet amendement numéro 13 de M. Pancher, qui a un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame de la Rodière, vous avez un 11. Oui, en fait, je propose de supprimer les alinéas 2 et 3. D'abord, pour une remarque de forme qui est, à mon avis, importante pour pouvoir adopter conforme le texte, c'est que le L32-1 a été modifié la semaine dernière dans le cadre de la loi Macron, et profondément modifié, réarchitecturé. Et donc, je ne suis plus du tout sûre que les alinéas 2 et 3 se rattachent à ce que vous vouliez faire, Madame Abeille, et même je suis quasiment sûre que non. Et une remarque de fond, on ne peut pas fixer aux instances de régulation des objectifs contradictoires, et donc il convient, comme on l'avait proposé avec Madame Erel, de recentrer la régulation sur des objectifs prioritaires pour ce secteur. C'est ce qui a d'ailleurs été fait dans le cadre de la loi Macron, il y a, je crois que c'était vendredi dernier, donc c'est tout récent, et ce texte vient un petit peu, il y a un problème de coordination avec les deux textes, et donc je propose de supprimer les alinéas 2 et 3. Alors, si je peux me permettre, la loi Macron n'est pas encore promulguée, hein, elle le sera d'ici l'été, et donc comme chaque fois qu'il y a un nouveau texte qui arrive, il y a des adaptations des textes anciens, si on veut qu'ils soient performants. Madame Abeille. Oui, c'est un amendement donc, qui a pour objet de supprimer l'insertion d'un nouvel alinéa au sein du 2 de l'article L32.1 du CPCE relatif à la création d'un nouvel objectif pour la politique de régulation des télécommunications. La proposition de loi confie ainsi à l'ARCEP et au gouvernement la mission de contribuer à la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Nous sommes parvenus au fil des différentes lectures à un relatif consensus sur cette rédaction. Vous avez bien noté le 2 de l'article L32.1 du Code des postes et télécommunications électroniques a été réécrit dans le cadre de l'examen du projet de loi de M. Macron. Cette réécriture, qui fait suite au rapport d'information de vous-même, Madame la Rodière, et de Madame Erel, est évidemment à saluer. En effet, la rédaction de cet article était confuse, manquait de clarté, et l'on ne pouvait que regretter un manque de hiérarchie entre les différents objectifs assignés à la régulation. Donc, j'avais moi-même appelé, d'ailleurs, à l'époque, à toiletter cet article.
Toutefois, outre que son adoption irait à l'encontre de l'objectif d'adoption conforme de cette proposition de loi, j'émettrai un avis défavorable à votre amendement pour 2 raisons. D'abord, comme ça a été dit, le projet de loi pour la croissance et l'activité poursuivra son cheminement bien plus longtemps que la présente proposition de loi. Ensuite, rien ne nous assure par ailleurs que la modification de l'article L32.1 du CPCE figurera bien dans le texte promulgué. Mais je vous remercie bien sûr de m'avoir alerté sur le sujet et donc je déposerai un amendement au projet de loi Macron en séance afin de mettre en conformité le projet de loi avec une disposition adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est donc un avis défavorable. Oui, ça c'est toujours comme ça, Madame Laradière, vous le savez bien. Donc avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement 11 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Oui, j'avais compris que vous étiez pour, Madame. Monsieur Pancher, vous avez un amendement 14. Il est défendu. Le rapporteur est contre. Oui. Je le mets aux voix qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Madame de Laradière, vous avez un amendement 1. C'est pas majeur, hein, pour le coup. Bien. Vous le défendez. Bah, il n'est pas majeur, non, mais vous pourriez au moins noter que le texte de loi n'est pas très bien rédigé, puisque à certains moments on parle d'intercommunalité et à d'autres on parle d'établissement public de coopération intercommunale. Et remarquez que Lionel Tardy a fait un travail précis de rédaction pour vous, et que moi je veux bien qu'on adopte des textes de loi mal rédigés à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même dommage. On n'est pas pressé, encore une fois, pour adopter ce texte de loi. On peut très bien l'écrire proprement ici et qu'il soit voté conforme au Sénat. Ça ne m'empêchera pas de voter contre, mais quand même, on peut faire du bon travail. Alors, pardonnez-moi, si j'ai dit pas majeur, c'est qu'il est rédactionnel, voilà. C'est ça que je voulais dire. Il n'est pas fondamental, mais il est de forme. Et M. Tardy est toujours un contributeur utile sur la forme. Mais je ne dis pas que c'est pas important. Dans la hiérarchie des amendements, les rédactionnels n'ont pas tout à fait la même place que les autres. On s'est compris. Madame la rapporteure, si vous voulez un conforme, même les rédactionnels, vous savez bien qu'il faut que vous disiez non. Voilà. Oui, je voulais juste préciser qu'on a quand même retrouvé l'expression intercommunalité dans plusieurs textes de niveau législatif. Par exemple, dans le Code du commerce, sans que cela ne pose de difficulté d'application. Cela étant, effectivement, c'est un amendement qui était quand même assez pertinent. Bon, ça s'est retrouvé comme ça, mais finalement, on comprend tout à fait le sens de la loi. Donc, je suis défavorable, même si, effectivement, voilà, si on voulait être parfait, ça aurait été mieux comme ça. M. Tardy est toujours aiguisé sur la forme. Ça, nous reconnaissons-le ensemble. Je le mets aux voix. Et Madame, vous êtes pour, abstention, contre. Il n'est pas adopté. Le 2, par contre, n'est pas de pure rédaction, celui-ci. Non, le 2 vient préciser quelque chose d'important, en fait, pour que les modalités d'information ne viennent pas allonger les délais et ne fassent pas obstacle aux objectifs de couverture du territoire. Donc ça, c'est pour, Monsieur le Président, répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut naturellement mettre en face vos objectifs de développement numérique du territoire que nous partageons et le texte que vous voulez nous faire adopter conforme aujourd'hui. Alors, Madame la rapporteure, c'est le même avis? Oui, je suis défavorable. C'est un amendement qui est superfétatoire, même si effectivement je comprends la préoccupation des auteurs. En fait, dans la rédaction actuelle, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État définira les conditions de la participation du public lors de la procédure d'implantation des installations radioélectriques. Donc il paraît évident que les délais durant lesquels cette participation pourra avoir lieu font partie des conditions qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser. Très bien, je mets au voie cet amendement 2 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Monsieur Pancher, vous avez un amendement 15. Oui, alors l'idée de cet amendement est de viser à respecter le principe de non-réactivité et le droit au maintien des situations légalement acquises, en précisant que l'instance de concertation peut être saisie sur les installations projetées ou modifiées, mais pas sur des installations existantes qui, elles, ne sont pas modifiées. Donc c'est bon, ça nous paraît un amendement de bon sens, de façon à ne pas remettre en cause toutes les installations existantes. Madame la rapporteure. Oui, merci. En fait, évidemment, vous savez bien qu'il y a des tas de cas d'antennes qui sont installés à proximité de lieux qui sont jugés sensibles, les écoles ou les hôpitaux, ou qui peuvent être responsables de points typiques. Dans ce cas,
la meilleure solution, c'est d'organiser une concertation, partager l'information, débattre, rassurer, faire état des contestations, parvenir à une solution consensuelle, modifier éventuellement l'installation si on se rend compte que c'est nécessaire. Donc ces instances permettront justement de faire retomber la tension plutôt que de la cristalliser. Donc ça nous semble extrêmement utile. Je mets donc aux voix cet amendement 15 défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame de la Rodière, vous avez un amendement 3. Défavorable. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui n'est pas adopté. Monsieur Pancher, vous avez un amendement 16, qui est une réécriture de l'article 19. Dans la loi, les critères permettant à l'Agence nationale des fréquences de caractériser et d'identifier les points atypiques, ceci afin d'éviter une très forte insécurité juridique associée à la rédaction actuelle, ainsi qu'un abaissement de facto des seuils réglementaires. En outre, cet amendement différencie les lieux où des points atypiques peuvent être identifiés, des lieux accessibles au public où s'appliquent les seuils réglementaires. On pense que vraiment cet amendement permettrait de pallier un fort risque d'insécurité juridique. Madame la rapporteure. Oui, en fait, donc vous souhaitez une nouvelle définition des points atypiques. Sur le fond, la loi Grenelle 2 avait effectivement demandé à l'ANFR de réaliser ce recensement qui avait été effectué dans tout type de lieux, y compris dans des lieux ouverts, dans lesquels le public ne demeurait que pour un temps limité. Je pense à des tribunes de stade, par exemple, une terrasse de piscine, etc. Donc pourquoi vouloir restreindre cette définition des points atypiques aux seuls lieux fermés, alors même que le gouvernement a rappelé au Sénat que ce critère était jugé trop restrictif par l'agence elle-même? Par ailleurs, quel est le sens d'une présence prolongée et régulière? Cela concerne-t-il des salles de cinéma fréquentées par des personnes abonnées venant voir des films de plus de 2 heures, mais pas des salles utilisées uniquement pour des festivals, etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc j'émets un avis tout à fait défavorable à cet amendement. Je me permets d'ajouter que lorsqu'on a fait dans le cadre du COMOP des antennes les mesures réelles et virtuelles de l'écart qu'il pouvait y avoir entre une normale constatée assez faible et un point atypique qui parfois était 10 à 15 fois au-dessus de ce qui était constaté par ailleurs, c'était, ça peut être dedans comme dehors, et c'était assez simple, autant que je me souvienne, de résoudre les problèmes. C'est souvent un problème de réorientation des antennes. C'est vrai que ça nécessite une intervention humaine, mais ça peut être sur un balcon, comme ça peut être à l'intérieur de la pièce qui est derrière le balcon, comme ça peut être sur le coin d'une rue. Enfin bon, et en même temps, moi, ce que je garde en mémoire, c'est que sur les différentes villes qui avaient été étudiées, il n'y avait pas tant que ça de points atypiques constatés, hein, mais ils existent. Donc c'est vrai qu'il va bien falloir les résoudre, et c'est vrai qu'il y aura sûrement dans l'avenir à peut-être préciser dans la loi les modalités, parce que pour que ça soit pas, que tout ne soit pas atypique, quoi. Clairement, encore une fois, les expérimentations ont permis d'identifier à la fois comment ils se déterminent et comment ils se résolvent. Donc moi je suis assez, comment dire, optimiste par rapport à cette question. Avis négatif du rapporteur sur le 16, la rapporteure qui est pour le 16, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Madame de la Rosière, vous avez un 4. Le 4, je suis défendu. Madame la rapporteure, je le mets aux voix, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il n'est pas adopté. Des identiques, le 5, Madame de la Rodière, et le 17, Monsieur Pancher. Oui, là, je vais le défendre. L'alinéa 21 est très flou, en fait, dans ses objectifs. Il est prévu qu'un décret définisse les modalités d'application de l'objectif de sobriété. Or, sans pour autant que cet objectif de sobriété ait été défini. Est-ce que c'est 5% de moins qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est 10% de moins qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est finalement le même niveau qu'aujourd'hui? Parce qu'il y a une augmentation des antennes et de la diffusion.
on renvoie un décret à quelque chose qui n'est pas défini. On ne sait pas qui décide, qui va décider du niveau de la sobriété, de l'objectif de sobriété. Est-ce que c'est l'ANFR? Est-ce que c'est l'ANSES? Est-ce que c'est le gouvernement? On précise aussi que ça concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables. Qui sont ces personnes vulnérables? Est-ce que ce sont les personnes âgées? Est-ce que ce sont les nourrissons? Est-ce que ce sont les personnes malades? Qui sont-elles? Et on parle de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement des nouvelles technologies, du développement de la couverture du territoire. Et là, c'est un beau fourre-tout, on mélange tout. Donc bon courage à celui qui va rédiger le décret, parce que c'est totalement illisible. Madame la rapporteure. Oui, enfin, moi je ne trouve pas que ce soit illisible, mais bref, je ne sais pas pourquoi il faudrait encore revenir sur une disposition qui a été adoptée par notre commission il y a quasiment 1 an, qui a été reprécisée en séance publique. Moi, je constate que les hôpitaux, par exemple, ne font pas partie de la liste des établissements sensibles. Les établissements accueillant des populations dites sensibles sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées, ainsi que des établissements de formation professionnelle des jeunes jusqu'à 17 ans, du secteur public ou du secteur privé. Et ce sont plus globalement, des écoles qui accueillent des enfants, ainsi que des aires de jeu et des espaces verts attenants. Donc, c'est un avis défavorable. Oui, Madame de la Rodière. Merci pour cette précision, Madame le rapporteur, sur cette partie de personnes vulnérables, c'est donc très clair. En revanche, sur la partie de définition de l'objectif de sobriété, est-ce que vous avez un éclairage de savoir ce qu'on entend par là? Parce que finalement, l'objectif de sobriété, ça peut être de rester au niveau équivalent, ou même accepter une légère augmentation de la diffusion des ondes, parce qu'il va y avoir une diffusion du développement du numérique. Donc c'est vraiment pas un débat qu'on a eu, et ça mériterait quand même d'être discuté. Je peux me permettre d'ailleurs, Madame la rapporteure, mais je parle sous le contrôle de Madame de la Rodière, pas parce qu'une technologie évolue qu'elle est plus émettrice d'ondes que la technologie qui l'a précédée. Je veux dire, on a même plutôt parfois vérifié l'inverse entre le passage de la 2G à la 3G. C'est bon, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que on a intérêt à envoyer ça à des décrets, parce que comme c'est fluctuant, il faudra sûrement adapter les choses au fur et à mesure de l'évolution des technologies. Madame la rapporteure. Non, en fait, rien à ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Je me vois cet amendement 5 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, n'est pas adopté. Monsieur Pancher, vous avez un amendement 17, mais il était identique, donc il est tombé. Hein, pareil, hein. Merci. J'en viens au 6. Suppression de l'alinéa 25, Madame de la Rodière. En fait, j'ai une question, c'est pourquoi écrire dans la loi quelque chose qui existe déjà et qui n'est pas nécessairement du ressort législatif. Madame la rapporteure. Oui, en fait, effectivement, le site Carto Radio existe. Ça n'est pas une carte à l'échelle communale, c'est une sorte de système Google Maps voilà, qui existe effectivement, mais qui n'existe pas dans cette forme-là. Et cette forme-là, je pense, pourrait être très utile aux communes. C'est la raison pour laquelle nous tenons beaucoup à cette échelle communale, qui va aussi permettre aux élus locaux, qui souvent d'ailleurs ne connaissent pas, pour exemple, ce site Carto Radio, justement d'être sensibilisés à ce sujet et de l'inclure dans les documents de la ville. Donc c'est pas du tout inutile, et c'est pas quelque chose de très compliqué. Puis la loi fait qu'elle ne pourra pas disparaître, du coup. C'est pas parce que ça existe que c'est perpétuel. Alors que là, ça donne une garantie de pérennité. C'est un point de vue. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté. Parfois du mal à vous convaincre. Hein. Il est rejeté. Il est rejeté. Il est rejeté. Il est rejeté. Vous m'avez troublé, Madame de la Rodière, en pouffant, si je puis dire, ce que je comprends par ailleurs au repas. Je mets aux voix l'article 1er. Là, il va falloir peut-être l'adopter quand même. Hein. Je dis, le vote devrait être positif si on veut l'adopter. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté. Article 2, pas d'amendement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté. Article 4, Monsieur Pancher, vous avez un 18. Défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame de la Rodière, vous avez un 12. Suppression de l'alinéa 8. Défendu. Je mets aux voix. Vous êtes défavorable, hein?
Je l'entends à l'avance. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est contre? Personne. Si, donc il n'est pas adopté. Alors, vous avez, Madame de la Raudière, un numéro 7 à l'article 4. L'article 7 vient rédiger la fin de l'alinéa 8 afin de régler les problèmes liés à la rédaction actuelle de l'alinéa. En effet, il serait absurde de prévoir une information lorsque les personnes concernées sont à l'initiative de l'installation de l'équipement. Faisons un peu confiance quand même aux Français, ils sont sans doute assez raisonnables pour s'informer eux-mêmes. Il faut prévoir un seuil de champ électromagnétique pour cette information. Par ailleurs, pose question sur quelle base va être défini ce seuil. Et prévoir des recommandations d'usage apparaît douteux dans le sens où, à l'heure actuelle, de telles recommandations n'existent que pour les téléphones mobiles. Alors, allez-vous inventer toutes les autres recommandations d'usage pour tous les autres types d'appareils? Pour cher, vous avez un amendement identique, le 19. L'amendement donc vise à circonscrire l'obligation d'information aux seuls équipements émetteurs qui sont installés dans des locaux privés à usage d'habitation, à l'initiative ni du propriétaire ni des occupants, et supprimer toute référence à un seuil fixé par décret, un tel seuil étant injustifié, discriminatoire et évidemment anxiogène. En outre, le texte actuel pourrait concerner différents types d'appareils, télécom, électroménager, éclairage, achetés ou installés par le propriétaire ou les occupants de l'habitation, ce qui induirait donc des actions d'information sur les emballages, contraires à la libre circulation des produits dans l'Union européenne. Est-ce que vous avez, Madame le rapporteur, songé à ces risques? Oui, moi je ne pense pas que cet amendement apporte des précisions utiles. La rédaction est assez claire. Il n'est pas question évidemment d'interdire à un locataire ou un propriétaire de le brancher, une console de jeu ou une ampoule. Le texte lui-même renvoie à l'installation par une personne extérieure d'équipements tels que les compteurs intelligents ou communicants. Sur la référence au seuil qui a été introduite par M. Daniel Raoult, qui est le rapporteur pour le Sénat, a justement pour but de fixer un critère objectif, alors que la rédaction de l'Assemblée nationale renvoyait la fixation de l'ensemble de la liste des équipements concernés à un décret. Donc c'est sans doute plus simple. Enfin, l'exposé sommaire de votre amendement, je parle de l'amendement de Madame de la Raudière, sous-entend que dès lors qu'une personne acquiert quelque chose, elle est forcément au courant de toutes les caractéristiques de l'objet en question et de ses recommandations d'usage. Vous savez bien, je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce que chacun ici connaît le DAS du téléphone qu'il utilise ou utilise un kit oreillette? Voilà. Donc il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit bien de renforcer l'information, et je pense que c'est toujours bénéfique de renforcer l'information. Avis défavorable. Je mets aux voix ces deux amendements identiques. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il est adopté. Article 5. Madame de la Raudière, vous avez un amendement numéro 8. Oui, merci Monsieur le Président. C'est en fait une harmonisation rédactionnelle avec l'alinéa 4 pour bien préciser qu'il s'agit de l'usage voix du téléphone mobile qui est concerné, exactement comme c'est le cas dans la rédaction de l'alinéa 4. Si on précise pas, ça veut dire que c'est sans doute pas le cas, puisqu'on l'a précisé dans l'alinéa d'avant. Si c'est le cas, il faut le préciser dans l'alinéa 6. Sinon, vraiment, il y a un problème d'insécurité juridique et d'interprétation. Monsieur Pancher, c'est le même argument. C'est le même argument, mais en donnant peut-être des précisions. Donc, l'amendement vise à préciser que l'interdiction de publicité sans kit oreille vaut pour toutes les communications vocales donc tous les usages où le kit oreillette est inutile. Il faut bien se mettre ça en tête. Il y a des usages où on n'a pas besoin de kit oreille. C'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est les photos et c'est les jeux. Et donc cet amendement permettrait quand même de préciser un texte une proposition de loi qui n'est pas inintéressante par ailleurs. Madame la rapporteure.
Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, bon, c'est au Sénat que ça s'est un tout petit peu complexifié, je vous l'accorde. Je voudrais quand même rappeler ici que ce qui est visé, ce sont les publicités pour les téléphones mobiles, que ces derniers soient présentés en mode de communication vocale ou non, et que quand on achète un téléphone, c'est quand même avant tout pour téléphoner, de la même façon que quand on achète des sucreries ou je ne sais quoi, c'est pour les manger. Donc, bon, quand on a des publicités justement pour ces confiseries qui mettent en scène des bonbons, voilà. Après, moi, ce qu'on pourra aussi envisager, si vraiment ça pose un problème, c'est que dans la loi santé, on puisse réintervenir sur ce morceau de texte de façon à ce que voilà, il n'y ait pas aucun souci. Mais enfin, franchement, on peut le laisser comme ça sans problème. Et si besoin, en reparler plus tard dans le cadre de la loi santé. Madame de la Rodière. Oui, je voulais juste apporter la précision qu'aujourd'hui, quand on achète un téléphone mobile, on l'utilise plus en utilisation donnée, en nombre d'heures, qu'en utilisation vocale. Donc la précision n'est pas inutile. C'est un fait. C'est que voilà. Bon, mais Madame la rapporteure nous a invité à reprendre le sujet un peu comme la définition précise des points typiques. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On a l'habitude parfois d'utiliser plusieurs véhicules. Je mets aux voix ces deux amendements identiques sur lesquels il y a un avis défavorable. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. J'en viens à l'amendement numéro 9, Madame de la Rodière. Oui. Là aussi, je pense que on sera amené à le reprendre peut-être dans la loi santé parce qu'il n'est pas forcément très bien rédigé. C'est-à-dire quel est l'objectif? C'est que si on a des mobiles qui sont adaptés aux usages d'enfants petits, je vais vous faire monter au plafond, mais qui peuvent avoir 7 à 10 ans, si ça répond à des demandes bien spécifiques. On va avoir des oreillettes spécifiques à des enfants de 7 à 10 ans, de 10 à 14. Comment ça va se passer? Je pense sincèrement que là aussi, c'est pas très bien rédigé. Monsieur Brotte, vous avez dit qu'on avait l'habitude de revenir, c'est vrai, sur cette mandature, souvent d'un texte sur l'autre pour rédiger. C'est pas forcément formidable quand même. Oui, enfin, il y a eu... je pense on pourrait peut-être faire une analyse de la situation, mais si je prends les textes urbanisme, on n'arrête pas de revenir dessus. Et c'est quand même très anxiogène pour les acteurs économiques. C'est pas le plus rigoureux qui soit de la manière de fonctionner, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est le pragmatisme qui m'invite à vous dire que c'est souvent comme ça que ça se passe. Enfin, que j'ai constaté, quoi. Bon, Madame la rapporteure. Oui, en fait... Là, pour le coup, je suis pas. Enfin, les équipementiers ont été reçus en audition. C'est d'ailleurs les auditions ont une grande utilité parce qu'ils permettent justement, par rapport à des textes, des choses assez précises comme ça, d'avoir des réponses ou des informations intéressantes. En l'occurrence, les équipementiers travaillent sur des dispositifs main-libre qui sont adaptés à la morphologie des enfants. Donc, c'est vrai que bon, c'était à l'époque un amendement qui avait été introduit par Monsieur François Pupponi, qui est ici présent. Et donc, moi, à titre personnel, c'est vrai que moi, je suis toujours un peu inquiète sur la question d'usage du téléphone mobile par les enfants, mais je ne me leurre pas. Effectivement, il y a aujourd'hui encore il y a trop d'enfants jeunes qui collent le téléphone à l'oreille. On sait que ce sont les plus vulnérables à la question des ondes électromagnétiques voilà, dans le cerveau. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème là pour le coup avec cet amendement. Avec le texte et les dispositions du texte. C'est parfois pas les ondes, c'est des fois juste la chaleur que dégage l'appareil qui peut poser problème. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Je me vois ces amendements identiques sur lesquels il y a un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ils ne sont pas adaptés. Des identiques encore. Le 9, Madame de la Rodière. Le 21, Monsieur Pancher. Avis défavorable, je me vois qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Je me vois l'article 5 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il est adopté. Je me vois l'article 6 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il est adopté. L'article 8 de suppression de l'article, Madame de la Rodière, le 10. Défendu. Madame la rapporteure. Pardon, défavorable, bien sûr. Ah, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, Madame de la Rodière. Je crois qu'on l'a compris. Je mets aux voix cet article 8 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Il est adopté. L'article 9, je le mets aux voix aussi qui est pour, qui s'abstient, qui est contre.
Il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi rapportée par Madame Abeille concernant l'exposition aux ondes électromagnétiques et qui porte le numéro 2065. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent. Si vous êtes membre, même Madame Abeille a voté son texte, c'est dire qui s'abstient, qui est contre. Madame de la Rodière, Monsieur Laurent. Abstention, pardon. Très bien. La proposition de loi est ainsi adoptée en commission. Je vous propose la nomination comme rapporteur de la proposition de loi de l'UMP qui porte le numéro 2492 pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je propose Monsieur Jean-Pierre Decolle qui a rejoint pour l'occasion notre commission. Voilà, et je vous remercie de prendre acte de cette proposition. La séance est levée.